Bonjour, bonjour. Alors, une vidéo un petit peu particulière aujourd'hui parce que j'ai pris conscience je suis en train d'écrire un bouquin en ce moment qui est un bouquin autobiographique et il y a un truc en fait qui m'a attiré l'œil, voilà, qui m'a questionné quand j'ai réécrit, qui est la naissance de mon premier fils. Je dirais même presque la naissance de mes deux aînés, euh, parce qu'ils ont tous les deux été programmés. Et j'ai envie en fait de partager les conséquences en fait de cette programmation et pour montrer en fait comment aujourd'hui quelque part on est dépendant d'autorités qui ne savent rien en fait. On donne notre pouvoir à des médecins mais qui n'ont aucune conséquence, aucune conscience en fait des conséquences de leur façon de faire. Et voilà, j'avais vraiment envie de partager cette vidéo là-dessus, aussi peut-être pour éclairer certaines mères, certains enfants aussi qui sont nés programmés, ou voire même d'ailleurs les enfants qui sont nés en césarienne et les enfants qui sont mis en couveuse. Bon, ça c'est encore un petit peu à part, mais en tous les cas, il y a vraiment beaucoup de conséquences sur déjà la façon, les conditions de notre naissance. Je suis moi née 15 jours après terme. Donc aujourd'hui, on nous dit que un enfant qui a été conçu telle date, eh bien, c'est 9 mois après, pile poil, eh bien, il doit naître. Soi-disant que ça met en danger l'enfant que de naître après. Sauf que je suis la preuve vivante que, en fait, tout ça, c'est des conneries, puisque je suis née 15 jours après et je vais très bien. Aujourd'hui même, il y a Anne de Souzenel qui commence à apporter sa conviction, son intuition, et Dieu sait si j'adore cette femme, cette grande dame, et qui nous dit quoi? Elle nous dit que les 3 derniers mois en fait de la conception d'un enfant sont les mois en fait de sa conception, de son corps spirituel. Je te rappelle que selon la vision chamanique, nous avons 4 corps. Non, 4 corps. Le corps mental, le corps physique, le corps émotionnel et le corps spirituel. Et c'est bien ce dernier corps, donc au départ, en effet, il y a une espèce de petit noyau là, qui est juste le corps. Ensuite, c'est le cerveau qui commence à se construire. Ensuite, la partie émotionnelle qui, elle, évidemment, n'est pas visible, mais le cœur, tout ça. D'ailleurs, peut-être que la partie émotionnelle est en deuxième. Et la partie spirituelle pour finir. Donc, c'est intéressant de voir que si c'est la dernière partie, peut-être que, hypothèse, les enfants qui justement mériteraient de naître plus tard sont des personnes qui ont cette fibre, cette graine spirituelle particulièrement développée et qui du coup auront une mission plus spirituelle sur cette terre. En ce qui concerne, pour revenir en fait à ma question de démarrage, moi mon fils est né, il était tout vert. Donc ça s'appelle le vermix. Mais c'est pas normal en fait de naître avec le vermix qui est déjà là, qui est encore là. Ça montre en fait le vermix, c'est en effet une substance en fait qui est là pour protéger l'enfant. Mais normalement au moment de la naissance, il est plus là en fait. L'enfant, c'est très rare en fait. Tu vois jamais dans les films des enfants qui naissent à moitié vert, blanchâtre, avec ce vermix. Donc moi, on m'a fait croire que c'était normal, mais en réalité, non. D'ailleurs, tout de suite, on l'a pris et il a été, il n'a pas été en couveuse, mais il m'a été retiré pour enlever en fait le vermix. Donc là, en fait, moi, ce que indique ce que j'ai vu, c'est que mon fils, en réalité, aurait mérité
de rester dans mon ventre plus longtemps. Et ça, ça va avoir forcément une conséquence justement sur son développement, puisque la partie spirituelle qui devait être là dès le démarrage, elle va certainement se développer, mais peut-être plus tard. Et puis, on sait aujourd'hui aussi, il y a beaucoup d'études qui le démontrent, que les enfants qui sont nés sous césarienne, déjà, il faut savoir que ça, j'avais commencé justement à tirer le fil de tout ça et à regarder les chiffres. Il y a de plus en plus de césariennes aujourd'hui en France. Pourquoi? Parce qu'on prend de moins en moins de risques. La médecine, soi-disant, prend de moins en moins de risques. Mais en réalité, c'est des actes qui coûtent la peau des fesses. Donc, qui paye à un moment donné? Eh bien, c'est nous, sauf que c'est transparent. Quand on est salarié, ou même la plupart des gens ne payent pas en fait quand ils sont à l'hôpital. C'est remboursé en fait par la sécurité sociale, par les assurances. Tout ça, ça fait un sacré business en fait, mine de rien. Hein. Et sur le dos en fait de notre santé. Il faut quand même qu'on en ait conscience. Je crois qu'il est vraiment urgent que l'on commence à justement, en tant que femme, en tant que mère, écouter en fait l'intérieur. Et moi, je regrette en fait ne pas avoir eu le courage et je n'étais pas tellement pas connectée à mon corps. Et puis face à une autorité, j'étais comme figée en fait. Jamais je me serais permise en fait de pouvoir remettre en question. On ne remet pas en cause l'autorité. En plus, moi, ma mère était médecin, donc t'imagines, pour remettre en cause l'autorité, je l'ai fait plus tard, mais voilà, c'était compliqué. Donc, l'enjeu, en fait, il est vraiment d'écouter notre corps. Mais en tant que femme, on fait tout pour nous couper de notre corps. Et en tant qu'homme aussi, d'ailleurs. Mais en tant que femme, on voit bien au moment de la naissance que ça a vraiment des conséquences. Il suffit de voir comment on traite le corps, en fait, dès l'entrée à l'école, en fait. Un enfant, il est fait pour bouger, il est fait pour expérimenter, pour explorer, mais en fait, on l'enferme dès 3 ans dans une école et où on va lui dire qu'il va apprendre, mais dans des livres. Donc, on nous coupe en tant qu'humains de notre vivant, à partir de 3 ans. Et dès 3 ans, on nous dit qu'il faut obéir, qu'il faut écouter notre professeur, l'institution. Et puis, les parents se sont en général déjà bien chargés de dire que c'était eux leur figure d'autorité. Donc, tu comprends en fait que dans ton cerveau, de manière complètement transparente et sans même t'en rendre compte, il y a à l'intérieur de toi des enfants qui croient, et qui vont devenir adultes, mais qui croient que dès qu'il y a une personne qui a une autorité, c'est elle qu'il faut écouter. Ça te rappelle quelque chose? Je sais pas. Bon, bref. Voilà un petit peu où on en est. Et comment on peut faire pour justement reprendre notre pouvoir? Parce que, en fait, tout est juste. Il faut bien vivre l'abus de pouvoir pour pouvoir avoir envie de reprendre notre pouvoir. Si tu as un parcours un petit peu comme le mien, l'abus de pouvoir, tu dois connaître. Abus d'autorité. Voilà, dans ma génération, je ne suis pas toute seule en fait à avoir eu des parents qui ont abusé de leur autorité. C'est normal, c'est initiatique. Mais à un moment donné, il faut se réveiller. Il faut arrêter de jouer les bons petits soldats, la gentille petite fille qui est gentille et qui surtout ne veut pas faire de vagues. Et il n'est pas question de prendre les flambeaux et de partir dans le sens inverse, dans le côté féministe, tous des cons. Non, non, ça non plus, ça ne marche pas. Je l'ai fait, je sais. En réalité, mettre notre colère contre un système lui donne raison. On met de l'énergie, en fait, sur ça. En tous les cas, au niveau chamanique, c'est comme ça que ça fonctionne, en fait. Et d'ailleurs, il suffit de regarder les arts martiaux. L'aïkido nous le montre bien, tous les arts martiaux. Et quand tu fais du cheval, c'est pareil. Si tu tires, en fait, sur un cheval, tu n'auras jamais, t'auras jamais le pouvoir, en fait. Au contraire. Au contraire.
quand on est sur un cheval, et plus puissant il est, et mieux c'est, on sait très bien que, ok, tu peux prendre un petit peu les rênes, mais tu les relâches. Tu fais croire, en fait, que tu es d'accord avec eux. Tu les laisses un petit peu avancer et, en fait, tu reprends les rênes, tu utilises, alors, on pourrait dire que tu manipules, mais quelque part, eux, ils sont quand même assez forts, en fait, dans la manipulation. Donc, on va jouer leur jeu. Ça sert à rien, en fait, d'être contre et de les dénoncer et de... Non, il faut être plus malin qu'eux. La seule façon, justement, que l'on a de reprendre notre pouvoir, eh ben, c'est par exemple ce que je fais aujourd'hui. C'est d'expliquer, de partager, en fait, de faire des témoignages de ce que l'on vit. Parce que de plus en plus, les humains ont bien compris que l'importance, c'est les avis des personnes et physiques. Et quand on se montre, en fait, devant une caméra, eh bien, tu sens vite si la personne, elle est authentique ou si elle raconte des histoires, si elle a envie de t'embringuer dans quelque chose. Tu vas faire le tri. Moi, j'ai confiance. Tu sais faire la différence. Il suffit juste que tu écoutes ton cœur et tu sais, en fait, que bah, là, ça vibre vrai ou ça raconte du fake, en fait. D'autant plus que si tu te reconnais dans l'hypersensibilité, eh bien, il y a fort à parier que tu sois une vieille âme. Et c'est aussi la chose que j'avais envie, en fait, de partager. C'est qu'en tant que vieille âme, eh bien, tu as un lien, justement, avec les peuples premiers. Tu as une connaissance ancestrale, tu es une grande sage, en fait. La sagesse, tu l'as à l'intérieur de toi. Tu sais les choses, tu sens les choses. Sauf que, eh bien, c'est comme si tu étais peut-être encore un peu embrouillé par des messages contradictoires. C'est normal, tes parents t'ont envoyé, et puis le système, la société nous envoie des messages, et puis tu as à l'intérieur d'autres messages. C'est difficile, en fait, de savoir qui dit le vrai, qui dit le faux, de faire le tri, en fait. Et c'est tout l'objet, en fait, de mon accompagnement, que de te permettre, en fait, d'y voir clair, de voir les choses, en fait, d'une manière très rationnelle, et de faire le tri entre ce que tu as reçu de tes parents et de ce que tu as cru et de la société, et de ce qui vibre à l'intérieur de toi. Et de comprendre, en fait, que tout ça, c'était normal, c'est fait partie, en fait, d'un processus d'évolution. On est vraiment en ce moment dans un processus d'évolution. On nous demande, en tant qu'humain, en tant qu'individu, de grandir, de sortir, en fait, de cette adolescence qui... de l'adolescent. L'adolescent, bah, il est entre l'enfant qui donne toute raison à ses parents, et puis il est dans cette étape aussi où il va passer par la rébellion. Donc c'est normal, ok, on est contre, etc. Mais il y a un moment donné où l'adolescent doit faire un choix. Il doit choisir. Le fait d'être contre le système ne fait rien bouger, en fait. Si l'adolescent ne prend pas son courage à deux mains et ne décide pas, en fait, de s'émanciper vraiment, c'est-à-dire de casser, de vraiment casser les chaînes avec les parents et toutes les idées reçues et toutes les normes, en fait, que les parents, contre lesquelles il est, en fait. Eh bien, en fait, l'enfant, finalement, l'adolescent va passer en mode adulte, mais toujours dépendant, en fait, finalement, des croyances des parents. Et aujourd'hui, il faut savoir que nous sommes beaucoup, il y a beaucoup d'humains, en fait, qui sont encore comme des grands adolescents, qui n'ont pas quitté, finalement, ce stade de l'adolescence, qui ne se sont pas redressés, n'ont pas confronté l'autorité pour s'émanciper. Mais tu comprends bien que confronter l'autorité, ce n'est pas leur dire fuck, etc., dans la colère. Non, c'est juste affirmer, bah moi, ce que je pense, c'est ça. Et que tu penses, que tu sois d'accord ou pas, eh ben c'est pas grave, j'y vais quand même. Cette étape-là, je l'ai faite il y a maintenant 5 ans. Je sais à quel point c'est compliqué, parce qu'il y a une part de nous qui avons peur, on a peur de l'inconnu quand on quitte les parents de manière symbolique. J'avais 47 ans, donc
j'avais quitté mes parents depuis longtemps. Mais en réalité, symboliquement, je ne les avais toujours pas quittés. J'étais toujours enfermée, en fait, dans les normes, les règles, ça c'est bien, ça c'est mal, faire de la danse-thérapie, ça sert à rien, travailler sur soi, mais qu'est-ce que tu fais ma fille, n'importe quoi. Et il y avait toujours une part de moi qui se sentait coupable, en fait, de faire ça. Et en plus, qu'avait cette idée que je devais gagner de l'argent. Voilà, ça c'est une des normes, une des croyances, en fait, qui était bien ancrée dans ma tête. Que si je restais en CDI, j'étais en sécurité. Si je quittais et si je devenais entrepreneur, oula, mais non, mais de toute façon, laisse tomber. Et entrepreneur, en plus, dans le côté énergétique, spirituel et tout ça, mais laisse tomber. C'est pas possible, en fait, tu peux pas gagner ta vie. Et pourtant, eh bien, là, j'en suis à ma 2e année, je réalise quand même 50 000 € de chiffre d'affaires, c'est plutôt pas mal. Donc, voilà, et c'est là où, en fait, on va casser, en fait, nos chaînes. C'est en se mettant en chemin et en démontrant, mais non pas aux parents, on s'en fout, en fait, les parents, c'est démontrer à nous-mêmes, en fait, que l'on est capable, d'écouter, en fait, notre âme, notre volonté profonde, nos envies profondes, et de les mettre en action pour démontrer que c'est possible. Et en faisant ça, on devient inspirant. Parce qu'on est en train, du coup, d'indiquer aux jeunes ou à tous ceux qui sont encore coincés, qui se posent la question, qui se disent que c'est pas possible, eh bien, on indique que c'est possible. Et que pour ça, il n'y a pas besoin, que l'on peut être à la fois aligné, faire quelque chose qui donne du sens, être dans cette authenticité, partager des moments, mais vraiment de bonheur total avec ses clients, que l'on tutoie, qu'on a presque... c'est comme si je discutais avec des copines, et pourtant de gagner ma vie avec ça. J'ai le droit de prendre mon pied et de gagner ma vie avec ça. Mais si j'avais écouté mes parents, jamais, en fait, ils m'auraient dit ça. Jamais ils m'ont dit, mais Carole, choisis quelque chose qui te fait kiffer, quelle que soit l'activité, mais choisis quelque chose qui te fait kiffer. Vas-y. Et on te soutiendra, en fait, dans cette direction. Non. À chaque fois, quand j'ai commencé à me questionner et à me dire que la vie, en fait, dans l'entreprise ne me correspondait pas, eh bien, on m'a dit que c'était pas bien. Quand j'ai divorcé, on m'a dit que je faisais la pire connerie de ma vie, alors que non, j'avais fait le bon choix. Donc, tu vois, en réalité, on nous a fait croire depuis des générations et des générations que ce sont les adultes qui savaient. Mais c'est faux. Et c'est de plus en plus faux. Parce que plus le temps passe et plus les âmes qui s'incarnent sont éveillées. Ce sont des vieilles âmes. Donc, les vieilles âmes, elles savent mieux que les parents. La vie va dans l'évolution, en fait. Toute la vie n'est que évolution. Donc, c'est assez logique, en fait, que les enfants soient plus éveillés que les parents. Et parce qu'en plus, on est vraiment dans un système de transition. Et on le voit, en fait. Si tu es hypersensible, tu as compris que tes enfants étaient des maîtres, qu'ils n'étaient pas là pour te faire chier, ou si ils étaient là pour te faire chier, mais pour te faire bouger. Et te faire travailler justement sur toutes tes blessures, sur toutes tes ombres, en fait. Alors, ils ne sont pas parfaits, eux non plus. Et je crois d'ailleurs, mais ça sera l'objet certainement d'une autre vidéo, que nous avons, nous, à vraiment partager, en fait, nos enseignements à nos enfants. Parce qu'on a compris un certain nombre de choses avec ce processus justement de métamorphose que l'on fait au fil de l'eau. Mais l'important, c'est de devenir nous-mêmes, en fait, des inspirants, inspirantes pour nos enfants. Et puis, même si on n'a pas d'enfants, pour tous les enfants de la Terre, en fait. Et de montrer qu'il y a d'autres modèles, quels qu'ils soient. Mais le principal, c'est de devenir un modèle unique. Voilà. Pour que, enfin, nos enfants aient le choix. Qu'ils ne soient pas enfermés au moment de faire leur choix après bac, déjà, bac ou pas bac. Mais aujourd'hui, il y a de plus en plus de blogueurs, voilà, de youtubeurs, voilà, qui démontrent que tu peux réussir ta vie sans faire du bac. Bon, on peut se poser la question de l'intérêt de certaines chaînes, etc. Mais c'est pas grave. Ils montrent quand même que c'est possible. C'est déjà énorme. Et
l'enjeu, en fait, c'est vraiment de, voilà, de devenir celle que tu es pour permettre à chacun de devenir qui on est et d'arrêter de rentrer dans des cases. Parce qu'en réalité, en tant qu'humain, on n'est surtout pas fait, en fait, pour rentrer dans des cases. D'ailleurs, c'est intéressant. Ce qui me vient là, en discutant, rappelle-toi, en fait, à l'époque de l'esclavage, on parlait des cases, la case de l'oncle Tom. Eh bien, voilà, on est revenu, en fait, on s'est retrouvé, en fait, dans une société qui nous fait croire à l'opulence, à l'abondance, mais en réalité, on est juste des esclaves. Esclaves, justement, de cette illusion de profusion, de cette illusion de confort, de cette illusion surtout de liberté. Nous ne sommes absolument pas libres. On est juste libre de répondre en fait au message marketing. Je suis bien placée puisque j'étais marketeuse pendant 20 ans, qui nous manipulent et qui font consommer à nos enfants des produits, du sucre à tout va. Le sucre, c'est un poison qui endort en fait le corps, qui endort notre corps émotionnel et notre corps spirituel. Donc en fait, on nous endort. C'est comme si on nous anesthésiait dès notre naissance. Donc il faut beaucoup d'énergie, il faut que l'âme justement soit très robuste pour pouvoir casser ça en fait. C'est comme une renaissance. Et en général, on a besoin d'être, en tous les cas, moi j'ai eu besoin d'être accompagnée dans ce processus parce que de casser ces chaînes-là, c'est compliqué, c'est pas simple parce qu'encore une fois, on a été bien enveloppé. Voilà, on nous a fait croire que tout ça c'était bien pour nous. À chaque fois, on nous dit que c'est bien pour nous. D'ailleurs, tes parents, on te dit que c'est pour ton bien qu'on te fait faire des études, c'est pour ton bien voilà, que on te dit que tu dois te marier, c'est pour ton bien que... Mais en réalité, ils n'en savent rien. Les médecins, c'est pareil, on te dit que c'est pour ton bien que tu dois accoucher au bout de 9 mois. Mais on voit bien en réalité qu'ils n'en savent rien. Souvent d'ailleurs, les gynécos sont des obstétriciens, tout ça sont des hommes. Quelle légitimité a un homme de sentir, de savoir à quel moment un bébé doit naître? Tu peux me le dire? Franchement, là déjà, il n'y a pas une erreur de truc là? Donc ça montre bien en fait que depuis la conception de la médecine, consciemment ou consciemment, j'en sais rien, mais en tous les cas, on nous endort, on nous fait croire, à nous les femmes, qu'on ne sait pas. Alors qu'en réalité, nous sommes les seuls à savoir et que nous sommes justement très connectés et surtout au moment de la conception, de la naissance, parce qu'il y a des gènes, ça a été démontré, qu'on développe des gènes qui font qu'on est au plus proche justement de notre instinct maternel. Notre instinct maternel, il suffit d'aller voir, d'observer les animaux. Les animaux, ils vont se cacher, ils vont... je suis en train de penser aux juments qui se séparent du troupeau pour mettre bas leur bébé et faire en sorte qu'ils soient en sécurité. Et puis les mâles qui sont autour pour le protéger. Voilà, tout ça se fait de manière très naturelle. Dans la nature, en vrai, on n'a pas besoin en fait de médecins, et c'est pas pour rien qu'il y a de plus en plus de femmes qui veulent accoucher à la maison pour justement être à l'écoute, pour retrouver en fait cette intuition naturelle, maternelle, et être avec des sages-femmes, des doulas, qui elles ont déjà donné naissance et qui vont sentir, ok, s'il y a des fois peut-être des situations à risque, on ne prendra pas de risque. L'hôpital n'est là à ce moment-là qu'en cas d'urgence. Mais on nous a mis en fait dans une société, on nous a enfermés, enchaînés à une société qui est basée sur la soi-disant sécurité, mais qui nous a complètement coupés de notre sécurité à l'intérieur, de notre écoute de qui on est, de notre vivant. Et c'est bien en écoutant notre vivant à l'intérieur de nous que l'on peut savoir ce qui est juste ou pas. Et c'est le corps, en fait, qui nous renseigne ça.
Il suffit de voir un animal brouter. Il est tranquille parce que même si au moindre bruit, il saura en fait bouger, il sentira en fait. Et quand on retrouve en fait cette connexion de notre vivant, de notre corps, souvent d'ailleurs après des maladies, que ce soit burn-out, cancer, etc. En tous les cas, moi, c'est vraiment mon processus. C'est grâce au cancer, grâce à mon corps qui s'est manifesté, que tout d'un coup, j'ai commencé à sentir, à écouter beaucoup plus mes intuitions, mes instincts, et justement à mettre mon mental au service de ça, et d'accepter en fait de ne pas plaire, d'être vraiment à contre-courant. Mais le plus important, c'était de sentir ce qui était juste pour moi. Oui, j'ai élevé mes enfants de telle manière, ça ne plaisait pas à mes parents. Je prenais mon fils quand il pleurait parce que je sentais que c'était juste, alors que ma mère me disait, mais non, c'est de la comédie, voilà encore un énorme mensonge en fait. Aujourd'hui, les neurosciences émotionnelles nous démontrent en fait à quel point c'est important pour un enfant de savoir que sa mère l'entend et d'avoir ce lien maternel, ce lien de sécurité en fait. C'est fondamental dans la construction de l'enfant. Donc voilà, on nous raconte n'importe quoi et je pense qu'on est vraiment arrivé au moment où on doit soi-même faire l'expérience de nous écouter, quitte à nous tromper, parce qu'on apprend aussi en se trompant. En tous les cas, c'est le parcours que moi j'ai fait et que je transmets aujourd'hui parce que j'en ai pas trouvé d'autres. Voilà, j'ai pas trouvé d'autres modes d'emploi et que je vois que ma vie a radicalement changé, que je n'ai plus peur de rien, que je n'ai pas peur d'être qui je suis, que je n'ai plus peur d'exprimer ce que je ressens, quitte parfois à être pas comme il faut, mais je m'en fous. Le plus important pour moi, c'est d'exprimer les choses. Voilà, et d'être qui je suis et de continuer en fait, d'être à l'écoute de ce qu'il y a de plus profond à l'intérieur de moi, voilà, et d'accompagner en fait les femmes en priorité parce que je sens que c'est pas quand les femmes vont bouger, quand les femmes vont retrouver cet instinct et retrouver cette harmonie à l'intérieur d'elles, de confronter justement le masculin, mais le masculin déjà à l'intérieur d'elles, c'est-à-dire notre mental, hein, de ne pas écouter notre mental, mais d'être juste à l'écoute de ce qui vibre à l'intérieur de nous, de ce qui vit à l'intérieur de nous. C'est notre libido, notre énergie sexuelle aussi, d'assumer, de ne plus avoir honte de cette fameuse énergie sexuelle. Là encore, je sors d'une séance où la femme, voilà, une de mes clientes, eh bien, est complètement enfermée, en fait, enchaînée à cette honte et donc à couper quelque part sa libido. Mais cette libido, elle est aussi l'énergie créatrice. Voilà. Pourquoi on nous a mis des étiquettes de pute, de salope, de tout ça, de quelque chose de honteux à partir du moment où on va dans la sexualité? Et parce qu'on n'a pas du tout envie que les femmes reprennent leur pouvoir créateur. Et c'est pourtant notre mission en tous les cas, c'est ce que je te propose. Et mes vidéos sont là aussi pour pouvoir t'inviter, t'autoriser à retrouver tout ça en fait. Je te dis à bientôt, bon week-end puisque nous sommes vendredi et à très bientôt.